Si vous aussi vous avez l'impression de manquer de souffle dans un quotidien à 1000 à l'heure, si l'état du monde vous questionne et que vous avez envie d'explorer de nouvelles façons d'être au monde et de faire société, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Habiter poétiquement le monde. Je suis Claire Barbery-Giletti et dans ce podcast, je pars à la rencontre des éclaireurs, ces chercheurs, artistes, explorateurs, thérapeutes qui nous relient à la beauté du vivant et proposent des pistes concrètes, sensibles, pour créer un monde où il fait bon vivre. En plus des interviews, vous trouverez sur ce podcast des capsules poétiques sous la forme de courtes lectures. Et si le podcast vous inspire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le suivre sur les réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire ou une note sur les plateformes. Belle écoute! Bonjour à toutes et tous, ça y est, c'est la rentrée, y compris pour habiter poétiquement le monde. Dans ce nouvel épisode, mon invité est le sociologue et réalisateur Bertrand Hagenmüller. Son parcours professionnel s'est tissé autour de la question de l'accompagnement des vulnérabilités, puisque Bertrand travaille depuis 15 ans aux côtés des acteurs de la protection de l'enfance, mais aussi des acteurs du social et du médico-social. Cet allumeur de contre-feu, vous comprendrez durant l'épisode pourquoi est-ce que j'utilise cette expression, a réalisé de nombreux films documentaires. Les Esprits libres, son dernier film sorti en avril, nous plonge dans une expérimentation créative et joyeuse autour d'une question: comment accompagner autrement les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer? C'est un film poétique à la fois profond et léger qui ouvre de nouveaux possibles. Et je vous laisse découvrir la pensée vivante de Bertrand dans cet épisode que je suis vraiment très contente d'avoir pu réaliser. Bonjour Bertrand, merci de me recevoir chez vous à Toulouse. Alors ma première question, elle porte sur le regard, puisque vous êtes à la fois sociologue et réalisateur, et je me demandais si le regard que vous portez en tant que sociologue sur ce que vous observez, à la fois les êtres, les discussions, les problématiques, les personnes que vous accompagnez, est-ce que ce regard, il est le même que celui du réalisateur de films documentaires? Comment est-ce que vous qualifieriez ces regards, et dans quelle mesure est-ce qu'ils sont complémentaires? Alors c'est une question complexe, pour le moins, parce que, en fait, je pense qu'on peut répondre un peu les deux. Je pense que d'une certaine manière, je suis un très mauvais sociologue quand je fais des films. C'est-à-dire que j'aime, en faisant des films, incarner des questions, aller proche des regards, des gestes, des attentions. Donc on est vraiment souvent dans quelque chose de très singulier, même si ça raconte des aventures humaines, collectives parfois. Il y a quelque chose quand même dans la manière de filmer, j'aime être proche des visages, par exemple. Enfin, non pas que la sociologie ne s'approche pas des visages, mais je pense qu'il y a vraiment dans l'approche sociologique, en fait, quand même un désir de contextualiser, de mettre en rapport les choses pour bien les comprendre et pour les analyser. Alors que dans un film, on plonge, on se demande rarement d'ailleurs en faisant un film si c'est représentatif, c'est pas le sujet. L'enjeu, c'est de raconter une histoire qui nous donne envie de penser, qui nous donne envie de penser ensemble. Et donc du coup, il y a un mécanisme assez étrange d'ailleurs quand on fait un film, c'est que plus on s'approche du singulier et donc du singulier complexe, parce que quand on prend le temps d'être avec une personne qui nous raconte des choses, quand on prend le temps d'être dans sa vie, évidemment, on rentre dans un hyper singulier. Et paradoxalement, cet hyper singulier, plus on s'en approche, plus il devient universel. C'est-à-dire plus, finalement, quand on regarde, on se dit « Ah tiens, je me reconnais là-dedans, tiens, ça me parle, tiens, ça fait écho ». Et donc, il y a ce mécanisme assez étrange dans le fait de raconter des histoires à partir de personnages, puisque même si c'est des documentaires, les personnes deviennent des personnages quand on les filme. Eh bien, voilà, on s'approche d'elles, on rentre dans leur complexité, on laisse aussi ouvert la possibilité de parler, de raconter, et donc du coup de se raconter, de se dire. Et là, souvent, la plupart du temps, il y a quelque chose d'universel qui nous parle. Donc, en ce sens-là,
en s'approchant très proche des visages, peut-être que je suis un mauvais sociologue. Et en même temps, évidemment, ma formation, c'est d'être sociologue, et donc forcément, j'imagine que je suis formaté, alors par plein d'autres choses, hein, mais que c'est aussi un regard, un désir, voilà, de parler aussi des questions sociales, d'en parler d'une certaine manière. D'essayer d'avoir cette approche-là, voilà, issue de la sociologie, on va dire, et forcément que ça oriente ma manière de voir les choses. On reviendra sur vos films et notamment sur les esprits libres. Avant de plonger plus en profondeur, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la protection de l'enfance, mais aussi dans le secteur médico-social, auprès de professionnels de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les contextes dans lesquels vous avez travaillé pour qu'on puisse mieux comprendre d'où vous venez et d'où vous parlez aussi? Oui, bien sûr. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille dans ce qu'on j'appelle l'accompagnement des vulnérabilités. Alors, c'est plein de questions. Qu'est-ce que c'est accompagner? Qu'est-ce que c'est être vulnérable? Qui est vulnérable? Est-ce que vous êtes vulnérable? Évidemment, on l'est tous d'une certaine manière. En tout cas, il y a des institutions qui sont en charge de prendre d'accompagner des personnes dont on pense collectivement, ou dont on dit, ou dont elles disent elles-mêmes parfois aussi qu'elles sont vulnérables, soit dans le champ de la psychiatrie, du handicap, du grand âge et de la maladie d'Alzheimer, c'est le sujet des esprits libres. Mais aussi beaucoup, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé en protection de l'enfance, voilà. Donc c'est plein d'institutions comme ça et qui, moi j'ai tendance à dire que on a mis en place une espèce de monoculture de l'aide institutionnelle. Donc on a des grands champs d'enfants en danger, des grands champs de personnes dépendantes, des grands champs de personnes en situation de handicap, voilà, qui sont juxtaposés les uns à côté des autres. Et puis à l'intérieur de ces champs, on a dans des lieux, on va dire, dans des univers relativement clos, des établissements relativement coupés du reste de la société, des experts en charge de s'occuper de ces gens. Voilà. Alors évidemment, vous l'avez compris, décrit comme ça, c'est pas un idéal. Et j'ai tendance à penser qu'il faut remettre de la permaculture, qu'il faut remettre de la passerelle, des passerelles entre les gens, entre les champs, créer des alliances. La permaculture, c'est ça, hein, c'est mettre deux choses l'une à côté de l'autre qui font que naturellement elles s'auto-nourrissent. Donc remettre des crèches dans les EHPAD, remettre du vivant en protection de l'enfance en ouvrant les lieux, travailler avec l'entourage, bref, on pourrait développer ça longtemps. Tout ça pour dire que mon métier de sociologue et de réalisateur m'ont amené à intervenir et à accompagner beaucoup d'équipes, de professionnels, à les filmer, des personnes aussi concernées évidemment. Et que malheureusement ou heureusement, je sais pas, souvent les mêmes questions se posent. Quelle place on donne à la parole de ceux qui sont accompagnés quand on est en psychiatrie, quand on est en EHPAD, quand on est en foyer d'enfance? Quelle place on a? Quelle place à notre parole? Et évidemment, le documentaire aussi aide à donner la parole. Et puis aussi, je l'ai sous-entendu là rapidement, quelle place on laisse à la question de l'ouverture, à la permaculture, comment on sort des modèles très institutionnalisés, trop en tout cas fermés sur eux-mêmes. Donc finalement, en travaillant sur ces différents champs, en accompagnant des équipes, en les filmant, en allant parler et filmer des personnes concernées par ces sujets, et ben voilà, j'ai l'impression quand même que à chaque fois revient la question, qu'est-ce que ça veut dire accompagner des personnes vulnérables? Et c'est une question qui est au centre du coup de votre travail. Il y a aussi d'un des articles que vous avez écrit, je crois, sur la boussole éthique de l'accompagnement, où vous soulignez, il me semble que il est important de penser à la fois la personne, donc la personne qui accompagne, mais aussi la structure, et de penser les deux ensemble. Est-ce que vous voyez des transformations possibles du côté des structures? On a l'impression de quelque chose qui est assez monolithique dans toutes les structures institutionnelles, et pourtant il doit se passer plein de choses, et il y a aussi, je pense, beaucoup de volonté individuelle de la part des personnes qui accompagnent. Voilà, quel regard vous portez sur une transformation possible ou des micro-transformations possibles? Bah, moi, je suis plutôt de nature optimiste. J'ai l'impression qu'on avance, on bouge, ça bouge. En tout cas, après, le changement est pas linéaire. En fait, on y a c'est des cycles. Voilà, souvent, des gens disent, bah oui, par exemple, en psychiatrie, on a connu dans l'après-guerre la psychothérapie institutionnelle, qui était un mouvement un peu révolutionnaire à l'époque. Malheureusement, il a un peu disparu. Enfin, donc on est dans des cycles. Hein. Penser que, hop, on va de manière linéaire vers toujours quelque chose de mieux, je crois pas. Ceci dit, moi, je pense vraiment que le changement, quand on le souhaite, le changement, c'est pas une vertu. Hein. On peut changer vers des choses horribles. Donc, en tout cas, quand on pense que changer est une bonne chose, je pense qu'il est plus raisonnable d'agir localement, d'allumer des contre-feux, en espérant qu'un jour le brasier prenne, si je peux
suivre cette métaphore. Donc voilà, plutôt que de penser des organigrammes descendants, on se dit tiens mon tableau est magnifique, voilà j'ai trouvé la bonne recette. Non, en fait toute action a souvent ses effets pervers et donc il est plus raisonnable d'agir radicalement. Hein, et je dis pas agir vraiment radicalement, mais dans un environnement local et en allumant des contre-feux. Et plein de gens allument des contre-feux. Je veux dire que ça soit en EHPAD. Par exemple, sur la question de la maladie d'Alzheimer, il y a des villages d'Alzheimer qui se créent, il y a des colocations qui se mettent en place, et dans tous les champs, penser que les gens pensent, agissent avec intelligence, expérimentent. Alors évidemment, il y a des courants majoritaires qui parfois nous enferment, je les ai décrits tout à l'heure, dans des logiques hyper institutionnelles, et une des choses d'ailleurs qui pèse beaucoup, je l'ai pas dit tout à l'heure sur nos courants institutionnels, c'est le principe de précaution qui est à la fois un principe fondamental, il faut protéger, il faut prévenir, il faut être précautionneux au sens. Et en même temps, on se rend compte que ce principe nous empêche, à force de préserver la vie, on finit par tuer le vivant. Et on est dans des lieux, quand on va dans un foyer de l'enfant, souvent dans des lieux, par exemple, j'y étais il y a pas longtemps, vous avez, je faisais une immersion de 3 jours dans une MEX, dans un foyer, et donc je dormais dans une chambre et les fenêtres étaient fermées, donc 10 mètres carrés, les fenêtres fermées, on se dit, j'étouffe. J'étouffe, ouais. Et je vais le dire, enfin, j'en parle avec le responsable, et il me dit, oui, mais tu sais, il y a un an, il y a un enfant qui a failli sauter par la fenêtre, donc depuis, on a décidé de tout fermer les fenêtres. Et ça, c'est typiquement une logique institutionnelle. Et on le fait, c'est ce que j'appelle la protection par la soustraction. Chaque fois qu'il y a un problème, on se dit, c'est arrivé une fois sur 1000 ou une fois, à un temps T. Et ben, du coup, on applique une règle générale pour protéger tout le monde, mais protéger tout le monde alors que ce n'est arrivé que de manière marginale. Ouais. Et ce principe de protection par la soustraction, il est terrible parce qu'il fait qu'on arrive finalement à la fin par vivre dans des lieux qui sont des non-lieux, qui sont des lieux qui nous ressemblent, qui sont un peu comme des tomates sous serre, on pousse comme des tomates sous serre, alors qu'on aurait besoin d'air. Et l'air, la liberté, c'est ça, respirer, c'est aussi prendre des risques. Et quand on est dans des institutions, on a aussi envie de sortir vivant, de prendre des risques, d'être avec les autres, de manger des huîtres même si on risque des intoxications, enfin d'avoir la porte ouverte même si on peut s'enfuir et on peut fuguer et je parle pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer par exemple. Donc ce rapport au vivant fondamentalement, il nécessite une prise de risque. Et donc pour moi un projet de société important, c'est qu'on peut pas dire uniquement, moi je délègue à des institutions le fait de s'occuper des plus fragiles, je paye mes impôts, débrouillez-vous, et puis dans ces institutions, on ferme les portes et on les protège. On peut pas faire ça. On est obligé de créer des systèmes de solidarité partagée, donc localement, de co-responsabilité, les uns avec les autres, avec le voisinage, avec des bénévoles, avec les proches, et recréer un système de co-responsabilité. Ça, c'est un grand projet, à mon avis, de société qui nous attend. Non pas de dire que notre société telle qu'elle s'est organisée est uniquement négative. En France, on bénéficie d'un système quand même de redistribution vachement important qu'il faut préserver à tout prix. Mais je crois que l'idée de ce système qui fonctionne avec des grands champs, comme je le disais, qu'on finance avec des experts les uns à côté des autres, on arrive au bout de ça et qu'on a besoin de repenser nos solidarités concrètes et des co-responsabilités heureuses et réelles au quotidien. La rencontre, c'est un élément que vous avez mis au cœur de votre film Les Esprits Libres. J'ai d'abord regardé ce film une première fois et puis ensuite j'ai lu l'article que vous aviez écrit sur la boussole éthique de l'accompagnement. Et en re-regardant ce film, je me suis dit, mais en fait, dans Les Esprits Libres, vous avez mis en pratique cette boussole éthique. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels sont les ingrédients de cette expérimentation? Parce qu'au final, c'est quand même une expérimentation géante, à grande échelle. Ouais. Oui, complètement. Effectivement, le lien, quand on fait de la théorie, quand on théorise, même si la boussole éthique de l'accompagnement, c'est l'aboutissement quand même de pas mal d'années de réflexion avec les professionnels, avec les personnes concernées. Mais c'est vrai c'est aussi beau quand ça arrive de voir que dans l'expérimentation ça fonctionne quoi. Enfin ça fonctionne, ça veut dire que ça rend et les professionnels et les personnes accompagnées plus heureux, d'avoir le sentiment d'être dans quelque chose de plus juste, plus joyeux, plus vivant aussi. Et donc du coup les esprits libres, oui, c'est en fait une expérience, une grande expérience qui a donc un double niveau. À la fois c'est une expérience très concrète pour essayer de contribuer à avancer l'EHPAD et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer différemment.
Mais c'est aussi un film. Alors, si j'explique un peu le processus, c'est que Les Esprits libres, c'est la troisième partie d'une trilogie sur l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. Donc, j'avais fait 2 films auparavant. Un premier film qui était sorti au cinéma, je crois, en 2019, qui s'appelait Prendre soin, qui était une immersion dans l'institution de qu'est-ce que ça veut dire être soignant. J'avais très envie de montrer aussi, pas uniquement ce qui se fait pas, mais aussi ce qui se fait. Parce que souvent, quand on parle des soignants, on dit beaucoup ce qui se fait pas, l'impossibilité de faire. Alors évidemment, on voit toutes les difficultés qu'ils rencontrent, mais il y a aussi énormément d'intelligence et d'humanité, et que c'est important de le montrer. C'est-à-dire, c'est pas moins juste de montrer ça, même si évidemment c'est partiel. Voilà, comme quand on dénonce, c'est forcément partiel. Et puis la deuxième chose, c'était Première ligne, donc qui était un film plutôt sur la crise du Covid et comment les soignants ont vécu ce passage-là. Et puis à la fin de ces 2 films-là, la question s'est posée, et maintenant on fait quoi? Et là, j'avais très envie de faire un film sur le possible, en fait. Comment on peut imaginer autre chose? Comment un film peut venir incarner le possible, un autre possible dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer et des personnes qui qui sont touchées par cette maladie. Donc, l'idée, ça a été de dire, j'ai rencontré donc une art thérapeute, Emmanuela Barbone, qui déjà menait plein d'ateliers avec cette EHPAD où ils avaient fait du théâtre ensemble, du théâtre d'improvisation, et c'était parti faire une tournée théâtrale un peu partout. Je trouvais ça fantastique. Et donc l'idée, c'était de dire, bon, on peut rentrer par le théâtre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir 15 jours, donc c'est court à la fois et c'est très long, surtout quand on est dans un grand lieu comme celui-là, dans un grand manoir non médicalisé, voilà, avec 10 résidents, un peu 8 soignants, 3 musiciens, une art thérapeute et une poétesse, Mélanie Leblanc. Voilà, et on est parti vivre ensemble pendant 15 jours. Je dis vivre parce que l'enjeu c'était de créer un spectacle fait de poésie, de théâtre d'improvisation et de musique, mais c'était aussi et peut-être avant tout vivre ensemble différemment, sans blouse blanche, dans une vraie proximité affective revendiquée, être en compagnonnage. Moi je raconte toujours qu'accompagner, ça vient quand même de partager le pain, donc être des copains. Donc voilà, assumer d'être des copains, de vivre en amitié, assumer d'entendre la parole des uns et des autres à sa juste valeur, de partir des ressources aussi et pas que des problèmes, assumer d'être dans un lieu ouvert, beau, où il y a de la création ensemble, etc. Voilà. Et tout ça, c'est évidemment l'un des fondements, enfin les piliers, les caps de la boussole éthique. Assumer aussi, je crois, et ça c'était important, c'est le dernier cap de la boussole, d'être dans une logique d'expérimentation. C'est-à-dire de pas dire nous on sait, c'est ça qu'on va appliquer. Évidemment, on a des ingrédients, mais en fait, il faut toujours tâtonner en fait pour essayer de trouver ce qui est juste. Et je crois que c'est ça le pire souvent, c'est qu'on crée des modèles et on dit maintenant voilà, on a trouvé la solution. Les esprits libres, c'est 15 jours d'aventure, de création, mais c'est une maison. Et comme toutes les maisons, elles sont belles parce qu'elles ressemblent pas à la maison d'à côté. Bien sûr qu'il y a des ingrédients qu'on se dit c'est mieux sans blouse blanche, c'est mieux dans un lieu non médicalisé, avec des soins bien sûr, mais où le soin ressemble pas à un hôpital. Ça, on sait que c'est des ingrédients qui sont justes. Mais une maison, c'est une maison singulière. Et donc, accepter l'expérimentation, c'est se dire à chaque fois que tu mèneras un nouveau projet, il sera forcément singulier et on peut s'inspirer d'ingrédients pour notre recette, mais on peut pas se dire que ça y est, on a trouvé la solution miracle. Et juste pour terminer, le lien aussi théorique, c'est qu'on on est en train de terminer la coécriture d'un livre suite à l'expérience des esprits libres et de ce film qui s'appelle Un autre soin est possible avec Laure Joitel qui est gériatre et Kevin Charras qui est psychologue et chercheur. Et donc tous les trois, on s'est dit, ça serait bien quand même d'écrire quelque chose dans la suite des esprits libres pour justement un peu expliciter cette question des ingrédients qui nous semblent indispensables pour penser à un autre soin. Je me disais justement que ce film, c'est aussi une prise de risque. C'est peut-être justement quelque part cette prise de risque qui permet aux vivants et à la vie d'émerger. Parce que les résidents auraient pu finalement ne pas adhérer aux propositions. La mayonnaise aurait pu ne pas prendre. Et il y a plein de petites situations dans le film où on voit que c'est faire avec ce qui est, faire avec ce qui émerge plutôt que faire contre en fait. Et c'est à partir de le fait de vraiment s'immerger, j'ai l'impression de suivre que peut émerger autre chose dans les situations, dans les relations aussi, parce que ce qui marque, c'est l'affection qu'on voit entre les soignants et les personnes qui sont accompagnées et qui est encore plus visible avec des personnes qui se touchent, qui sont un câlin. Je pense à une scène hyper touchante d'une des résidentes qui n'arrive pas, je crois, à descendre ou à monter l'escalier au début et un câlin. Voilà, c'est quand même très fort de remettre quelque part l'amour
dans ce soin. Ouais, bah ça je le crois vraiment. J'ai l'impression qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a la première, c'est cette question de l'amour, effectivement, revendiquer d'être en amitié, revendiquer la proximité physique, et d'autant plus quand les mots nous manquent. Enfin, déjà dans nos relations humaines quotidiennes, on sait que l'essentiel de ce qu'on raconte, c'est pas ce qu'on dit. C'est la disposition de notre corps, c'est la mélodie de notre voix, donc tout ça déjà ça parle malgré nous. Et donc du coup évidemment quand en plus on manque de mots, ce qui est le cas parfois avec des personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer, eh ben le toucher devient de plus en plus évident. Donc revendiquer le fait de se prendre dans les bras, cet amour qui s'exprime aussi dans des gestes. Je crois que alors là pour le coup en EHPAD, alors maintenant ça change progressivement, mais ça a souvent été le dogme de dire il faut rester à la distance, rester à sa place de professionnel, sous-entendu ne pas se toucher, ne pas se dire des mots d'amour, etc. Ça me semble, enfin pour moi, c'est comme si on s'amputait d'un membre, quoi. C'est d'abord une ressource, l'affection, la relation. C'est d'abord une ressource, pardon, et parfois un problème. Bien sûr que parfois dans nos relations d'amitié, dans nos relations amoureuses, parfois on est débordé parce qu'on aime trop, parce qu'on aime mal, et à ce moment-là, il faut se poser des questions. Mais penser que la relation affective et l'amour peut être a priori un problème, ça je pense que c'est une erreur. Par contre, qui puisse être a posteriori un problème, c'est-à-dire que parfois on se rend compte que bah là ça va pas, on n'y arrive pas, là oui, évidemment. Donc dans ce film, on s'aime, on se prend dans les bras, on se dit qu'on s'aime et on le revendique. Et ça, je pense que c'est presque l'essentiel. C'est aussi l'essentiel parce que je crois vraiment que, vous savez, dans les institutions, on a beaucoup aujourd'hui technicisé la question du soin. Et donc ça veut dire que dès lors qu'on va faire des choses presque de la vie ordinaire, on va appeler ça thérapeutique. Si vous faites un repas entre soignants et soignés, on appelle ça un repas thérapeutique. Si vous faites une sortie, on appelle ça une sortie thérapeutique. En fait, on se dit, mais on marche sur la tête. C'est-à-dire, les choses les plus simples, les plus ordinaires deviennent des choses technicisées, thérapeutiques, ou pour guérir. C'est pas pour guérir. Et je crois que ce qui nous fait du bien, le bien-être collectif, il vient d'abord du sentiment qu'on prend tous du plaisir à être là. Et quand je dis tous, c'est que qu'on soit malade ou pas malade, on a du plaisir à être là. Moi, pendant longtemps, j'ai raconté, quand parlais des esprits libres, je disais, ah bah, c'est bien, moi c'est un lieu où j'aimerais vivre plus tard, quand je serai vieux, ou voir mes proches vieillir. Et pendant longtemps, j'ai dit ça, et aujourd'hui, j'ai dit, mais non, en fait, c'est un lieu où j'aimerais vivre aujourd'hui. Peut-être pas toujours. Mais je crois que le sentiment que les soignants, et d'ailleurs qu'il n'y ait pas que des soignants évidemment, parce qu'il y avait des compagnes de soignants, il y avait des enfants des soignants, donc il y avait des artistes, donc il y avait aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas que des professionnels, et ça c'est très important. Personne n'a envie de vivre dans un monde où il y a que des gens qui ont la même pathologie que vous et des professionnels. Personne. Donc remettre des gens d'âge différents, mais aussi qui ne soient pas que des professionnels, c'est essentiel. Mais en tout cas, il y avait un point commun, on avait tous envie d'être là et on avait tous du plaisir à être là ensemble. Et ça, à mon avis, ça soigne. Ou en tout cas, ça fait du bien, peut-être autant que les questions techniques et thérapeutiques. Ça, c'est sur la question de l'amour. Et puis, la question d'accueillir. Vous dites, on a pris des risques et c'est ça qui fait le vivant. Je crois vraiment que c'est pas un hasard si on a fait du théâtre d'improvisation. Vous savez, le théâtre d'improvisation, il y a une règle fondamentale, c'est que il faut dire oui. Si on fait du théâtre d'improvisation ensemble et que je vous donne un téléphone, que je vous tends un téléphone et que je vous dis tiens c'est une cigarette et que vous me dites bah non c'est un téléphone, l'histoire s'arrête. Hop, c'est fini, il n'y a plus d'histoire. Donc vous êtes obligé de prendre le téléphone comme une cigarette et puis je sais pas prendre votre feuille à côté et dire bah tenez ce sera le cendrier. Ok, et donc l'histoire continue. Quand on est avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, on est obligé de faire ça. Quand quelqu'un vous dit bah maman m'attend alors que sa mère est morte depuis longtemps, vous n'allez pas lui dire votre mère est morte parce que tout s'effondre. C'est terrible pour la personne et c'est terrible aussi pour vous parce qu'en tant qu'accompagnant vous vous sentez impuissant. Donc on est obligé de prendre l'histoire de l'autre et de la prolonger. Ça c'est une évidence qu'en fait le théâtre d'improvisation est vraiment, alors pour le coup à mon avis vraiment très très utile au quotidien quand on est avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Mais si on élargit plus largement dans la vie, le théâtre d'improvisation, ou en tout cas cette disposition à dire oui est nécessaire. C'est-à-dire, j'accueille et je prolonge l'histoire. Donc c'est pas un oui de soumission, c'est pas un béni oui, c'est pas un oui qui va dire oui, bien sûr, vous avez raison. C'est un oui qui prend ce que l'autre nous dit et qui prolonge l'histoire. Dans les esprits libres, c'est vraiment ce geste qu'on a essayé d'affirmer. On se dit, ok, on y va, et puis on va faire avec tous les imprévus et on va construire une histoire ensemble. Et donc, à chaque fois, on a dit oui. Et c'est ce oui qui permet justement de construire quelque chose finalement assez disruptif, en tout cas quelque chose d'assez différent,
de ce qu'on peut voir ailleurs, même si on n'est pas les seuls à proposer ça, loin de là, en disant oui. Alors que, paradoxalement, le non, qui est souvent un non de la plainte, je dis pas qu'il y a des noms qui sont nécessaires, mais le non qui dit oh, non, c'est pas normal, qui a un non plaintif comme ça, c'est finalement un non qui souvent vient légitimer le pouvoir en place, qui vient légitimer l'immobilité collective. Et on croit que dire non, parfois, c'est d'être davantage révolutionnaire. Moi, je crois que le oui est révolutionnaire quand il est fait collectivement. Et justement, ces scènes d'improvisation théâtrale, elles donnent lieu à des moments qui sont très drôles. On voit qu'il y a de la joie, quoi, que les gens ont vraiment du plaisir à être ensemble. Et d'ailleurs, au fil du film, on voit les résidents Mon impression, c'est qu'on les voit se réveiller quelque part. Au fur et à mesure de l'expérimentation, on les voit devenir plus joyeux. Je crois que c'est Didier qui ne cesse de vouloir partir dans un ailleurs, mais il sait même plus où est cet ailleurs, qui à la fin du film dit qu'il veut rester. Donc c'est quand même aussi une parole qui est très forte, ça. Le film, il a fait l'objet d'une expérimentation, je crois, enfin en tout cas d'une étude scientifique. Pas le film, mais les 15 jours de résidence. Qu'est-ce que cette étude a montré ? L'étude scientifique de Laure Joitel, avec qui on a coécrit le livre, avec Kevin Charras, Un autre soin possible, elle a montré l'évidence, en fait. C'est-à-dire, évidemment, on avait envie de se dire il faut pouvoir l'objectiver pour justement qu'on ne dise pas oui, mais c'est une histoire de montage, c'est une histoire... Alors évidemment, c'est une histoire de montage, 150 heures de rush pour faire un film, et quand vous gardez 1 heure et demie, évidemment, vous avez enlevé 148 heures et demie de tournage. Donc forcément, il y a un effet de montage. Mais quand même, il y a pas de doute sur le fait que les gens se sont redressés. Certains, en tout cas Anne-Marie, par exemple, qu'on voit dans le film, très vive, très drôle aussi, dire des choses magnifiques quand elle dit, par exemple, les gens oublient, mais ils oublient un peu généreusement. C'est magnifique, ça, des choses comme ça. Bref, Anne-Marie, c'est quelqu'un qui s'est redressé pendant la résidence. Avant de partir, elle ne parlait quasiment plus, elle ne bougeait quasiment plus. Et on a du mal, en la voyant dans la résidence, d'imaginer ça. C'est impensable, ouais. Didier, on pourrait se dire, ah ben tiens, il veut toujours partir parce que c'est un nouveau lieu. Non, Didier en EHPAD, il voulait toujours partir. Donc il a continué à vouloir toujours partir et voilà, aller travailler chez lui à Paris, enfin parce qu'il pense qu'il travaille à Paris encore. Et effectivement, au fur et à mesure, on sent que cette maison devient sa maison. Et qu'à la fin, quand on doit malheureusement tous partir, il nous dit bah oui, allez-y, vous si vous voulez, moi je reste. Et donc du coup, voilà, ça c'est des choses très simples à voir en fait. Et pour un spectateur, c'est assez évident. L'étude scientifique, elle vient juste par des indicateurs un peu plus objectifs, même si on est sur un échantillon très petit, nous dire bah oui, si, ça se mesure. On peut mesurer le fait que les gens vont mieux, que les résidents vont mieux et que les soignants vont mieux aussi. C'est-à-dire que les gens retrouvent du sens à leur travail. Ils retrouvent l'idée de dire, ah mais tiens, si j'ai fait ce métier, c'est pour ça. C'est pour vivre des moments comme ça. C'est pour avoir le sentiment d'être utile véritablement. Et donc, du coup, l'étude, elle vient objectiver ça. Mais en tant que spectateur, quand on voit le film, on s'en rend compte. Et en tant que protagoniste de cette résidence, pour l'avoir vécu, c'était tellement évident, ça sautait tellement aux yeux que cette joie partagée, pas que de la joie, parce que c'est plein de choses, on est traversé par plein d'émotions, mais il y avait de la joie, il y avait du rire, il y avait de la danse, il y avait de la créativité. Donc évidemment, on va mieux dans ces cas-là. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Je sais pas si c'est une question qui est facile, mais est-ce qu'il y a un moment qui vous a le plus touché ou pendant ces 15 jours, peut-être une personne ? Moi, je sais pas, je crois que ce qui m'a le plus touché, c'est aussi de se rendre compte que c'est possible. C'est évidemment, on le sait, on le sent, on le pressent que tout ça va faire qu'on sera mieux, enfin, comme je le racontais tout à l'heure, mais il y a toujours un petit doute. Et se dire mais en fait là on est en train de vivre avec des gens qui sont très différents parce que certains sont malades, certains ne le sont pas, donc des soignants, pas des soignants, des proches, etc. Différents parce qu'on a des âges différents aussi parce qu'on est des milieux sociaux différents, c'est-à-dire certains étant plus sur quand on faisait du théâtre c'était assez intéressant, on a fait plein de choses qui sont pas dans le film, des balades musicales dans la forêt, du théâtre de l'invisible, enfin donc et puis certains soignants disaient oh attends c'est un trop de trucs, c'est chelou quoi, donc voilà, donc on n'était pas tout à fait d'accord aussi sur. Donc voilà, d'âges différents, de rapports au monde différents, malade ou pas malade, de milieux sociaux différents, là c'est le sociologue qui parle. Bref, tout ça se mélange, on se dit ça va pas marcher et ça marche. Et on y arrive parce que je crois qu'on a aussi un objectif commun qui était de créer une pièce de théâtre. Voilà, ça nous soudait et puis qu'on a cette joie de se rendre compte que
plus ça fonctionne d'une certaine manière. C'est comme le désir. Autant le besoin se résout dans, voilà, j'ai soif, je bois, j'ai plus soif. Autant le désir s'agrandit dans sa résolution. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui fonctionne et j'ai encore plus envie de faire quelque chose qui fonctionne. Et voilà. Et donc, ça m'a beaucoup touché de voir ça, de l'observer. Et comme dit Didier dans le film, qui est un des patients, il dit, de toute manière, on est obligé de vivre ensemble, même si on est différents, parce que vraiment c'est toujours le bordel. Ouais, ça c'est très beau. Et il dit aussi, je crois que ça m'a beaucoup touché aussi, il y a des très beaux mots sur la maladie aussi. Il fait un long monologue sur le brouillard. Alors on sait pas si pour lui, parce que Didier a pas conscience de sa maladie, enfin en tout cas il n'est pas capable de dire j'ai la maladie d'Alzheimer, mais en même temps quand il nous parle du brouillard, qu'il faut se débrouiller, ce qu'il dit le brouillard c'est ça finalement, on apprend à se débrouiller, c'est-à-dire à se défendre contre le brouillard. C'est incroyablement beau. Voilà. Et du coup, ça aussi, ça m'a beaucoup touché d'entendre ces paroles très, très belles, très justes, très poétiques. Ça aussi, c'est quelque chose de très beau, ouais, et de très touchant. Ouais, c'est un moment fort du film et qui est aussi, je trouve, très bien mis en image, parce qu'à ce moment-là, on a une caméra qui se lève vers des feuilles, en fait, et donc il y a cette forme d'obscurité quand même qui est là, mais qui est à un moment, un petit peu suspendu. Et la poésie est très présente dans votre film. Il y a beaucoup de moments poétiques, justement. Je me posais la question, je me disais, la poésie, c'est pas quelque chose est-ce qu'on peut vraiment la provoquer? Parce que ça échappe un petit peu quelque part. Et en même temps, elle est très très présente. Donc, pour vous, ça vient d'où? C'est compliqué. C'est compliqué de répondre à cette question-là. Je pense que la poésie, il y a une histoire de contemplation. Il y a aussi une histoire souvent de quelque chose d'un peu décalé par rapport à notre manière habituelle de voir les choses. Donc il y a quelque chose souvent de l'ordre du surgissement dans la poésie. Il y a quelque chose qui surgit. Quand Didier nous raconte ça, justement, que il faut apprendre à se débrouiller, c'est-à-dire à se défendre contre le brouillard. Voilà, il y a quelque chose qui est à la fois très juste, très simple, et en même temps d'un peu décalé. Quand il y a une scène où Nicole est avec Pia, donc Nicole qui a 90 ans, Pia en a 3. C'est l'une des filles, c'est une fille d'un soignant, de Kael, psychologue. Elles sont toutes les deux et on les voit dans cet arbre-là, un arbre magnifique avec des branches incroyables. Et puis finalement, elle nous parle de ses rêves. Elle dit qu'elle a 8 ans et qu'elle rêve beaucoup. Et la caméra pénètre dans l'arbre, voilà, et se balade comme une forme d'errance. À la fois l'arbre, c'est la vitalité, c'est ce qui tient, et à la fois on est perdu dans ce branchage qui n'en finit pas. Voilà, et donc du coup, on essaie à travers l'image de recréer, alors non pas d'illustrer, parce que je crois que c'est le pire, c'est de dire, voilà, si vous dites, je sais pas, il fait chaud et qu'on voit quelqu'un qui a chaud, bon, voilà, c'est un peu, mais d'évoquer. Je crois que l'image, elle est là pour ça. Elle fait des échos, et donc on se dit, ah tiens, ça, cet écho, il me plaît. Vous dites par exemple l'histoire de Didier qui dit sur le brouillard, et on voit effectivement cette espèce d'avancée de la caméra fixée vers le ciel et on va dire saccadée par des branchages, voilà, et à la fois on voit le ciel, on le voit plus, c'est bleu, et donc pour moi, c'était une belle évocation de ce qu'il était en train de nous raconter. Donc la poésie, elle est parfois liée à des propos, et parfois elle est liée à des agencements de deux choses, voilà, qui à la fois s'évoquent, font écho l'une à l'autre, dans une forme de miroir comme ça. Mais pour être honnête, la poésie nous échappe tout le temps. On ne sait pas à quel moment ça va être poétique. Parfois, on peut pas se mettre autour d'une table en réunion et dire on va créer de la poésie, ça va être ça, là tu vas faire ça et ça va créer un effet poétique. On sait a posteriori d'où vient l'effet poétique. Mais dans la création même, c'est toujours l'histoire d'un surgissement et souvent aussi une histoire de sérendipité, c'est-à-dire de trouver ce qu'on ne cherchait pas. On cherchait quelque chose, on tombe sur autre chose et là on se dit ah, là c'est beau. Ça vous évoque quoi, Habiter poétiquement le monde, qui est du coup le titre de ce podcast? Habiter poétiquement le monde, moi, je vais peut-être parler de ma vie en ce moment. Je dirais que je crois que ça fait longtemps que je dis, moi, je parle de la contemplation, de la lenteur, du ralentissement, et que je suis pris comme plein de gens dans une espèce de mouvement permanent. Aujourd'hui, on a plein de possibilités, en tout cas dans un certain milieu social, etc. Enfin, d'aller vite, d'aller loin, d'aller rapidement, de multiplier les choses. On est aussi dans un monde
On a accès à plein de choses, donc on a une grande dispersion, et c'est aussi une chance. Enfin, j'en fais pas du tout un problème. C'est aussi souvent incroyable d'avoir accès à tant de savoir, de connaissances, de lieux, de pouvoir se déplacer si rapidement. Mais quand même, j'ai l'impression, et c'est ce que je me dis de plus en plus, et le plus difficile c'est de le mettre en œuvre, comment on ralentit. Comment on retrouve de la lenteur. Et je crois que dans la poésie, il y a quand même un rapport de lenteur. Il y a quelque chose qui fait que on prend le temps de permettre, de faire advenir de la densité dans les choses. Hein, et la densité, elle vient de la lenteur. C'est-à-dire, quand on multiplie les choses, on picore, c'est magnifique, ça crée beaucoup de créativité, d'effervescence. Mais parfois, s'arrêter et prendre le temps de donner de la densité. Donc en écrivant, juste en étant là, en accordant du temps à l'imprévu, à de l'impromptu, à la relation aussi. Enfin, donc c'est retrouver de la lenteur pour gagner en densité dans son rapport au monde. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et dans l'idéal, alors c'est marrant parce que justement j'ai apporté un livre là qui s'appelle Le plâtrier siffleur de Bobin, qui est un magnifique essai. Et je crois qu'il dit aussi que la poésie, elle est aussi habiter poétiquement le monde, c'est aussi retrouver la capacité que chaque chose fasse événement. Parce que souvent, plus on avance dans l'âge et plus on catégorise les choses, on dit attends, ça, voilà, il y a du vent, ok, ça correspond à telle case dans ma tête, etc. Ouais. Mais retrouver, de voir ce vent qui vient créer un beau mouvement avec un arbre, voilà, c'est des choses très simples. Et un enfant, un bébé particulièrement, non pas qu'il soit pur, moi je crois pas du tout à la pureté de l'enfance, mais par contre, un bébé, chaque chose est un événement. Ouais. Un rayon de lumière qui passe devant, c'est un événement. Et à chaque fois, c'est un nouvel événement. Et nous, on perd parfois cette capacité à voir l'événement. Et donc, on catégorise. Et donc, retrouver dans chaque chose le surgissement, la surprise, l'événement, je crois que ça, c'est une des conditions pour habiter poétiquement le monde. Ne pas s'habituer, il y a une forme aussi de résistance peut-être, éduquer son regard, sa façon d'être, à être plus présent. Ouais. C'est difficile d'éduquer. Je sais pas comment on apprend ça. Peut-être parfois c'est en créant les conditions de la vie pour que ça soit possible. Parfois c'est effectivement en s'imposant des temps où on freine. Et puis parfois on est dépassé. Je veux dire, quand on est dans une grande passion amoureuse, par exemple, on retrouve cette capacité poétique. Donc ça veut dire qu'elle est quelque part en nous tout le temps. Voilà. Comment on arrive à la faire advenir pour qu'il y ait événement et avènement aussi. Ça, c'est toujours un peu une alchimie complexe et qui nous échappe souvent, mystérieuse. Merci, on finit sur ces mots inspirants. Merci beaucoup Bertrand Hagenmüller pour ce temps dans cette cabane par 37 degrés. Merci beaucoup. J'invite vraiment les auditeurs à se rendre sur le site du film lesespritslibres.film pour voir les éventuelles projections près de chez eux, mais aussi à consulter votre site internet bertrand-hagenmüller.com. Je mettrai les références dans la description de cet épisode. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.